Bonsoir. Il y a de l'écho en plus, c'est formidable. Merci d'être là parce que, comme je le disais tout à l'heure, il fait un temps magnifique dehors et vous êtes là. Il doit y avoir un bug. C'est formidable et on sent bien qu'effectivement, cette quête d'information nous anime tous. Surtout en ce moment où en fait quand on dit info, on entend des infos. Je trouve ça tout à fait à la fois dans l'air du temps, de ce que nous faisons d'ailleurs nous souvent les journalistes, où nous parlons beaucoup plus de la contrefaçon de l'info que la construction même de l'info, d'où l'idée d'avoir évoqué un petit peu tout ce lent parcours dont nous sommes les héritiers et qui est fondamental pour comprendre ce qu'est aujourd'hui le journalisme. Encore une fois, sans histoire, il n'y a pas d'intelligence de ce qui fait sujet de réflexion. Oula. Alors, la liberté de la presse. Écoutez, moi, je suis très honoré par celles et ceux qui sont là, leur présence, parce que, voilà, on est au cœur du sujet, je dirais même dans son intensité. Alors, je vais faire comme à l'époque de Jacques Martin. Oui, on a de la culture, hein. Grand journaliste, présentateur d'un journal très important qui s'appelait Le Petit Rapporteur. J'essaie de rebondir comme je peux pour demander aux uns et aux autres de se présenter. Tout simplement, ça m'évitera de dire des bêtises. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis Karine Fouteau. Je suis directrice de la publication et présidente de Mediapart. Chère madame. Alors, je suis Isabelle Véramasson, je suis directrice de recherche au CNRS et puis je travaille sur la communication politique, donc forcément sur les questions du journalisme. Et j'ai publié donc tout récemment un document photographique qui raconte l'histoire de l'information depuis l'écriture, les pigeons voyageurs jusqu'à Internet. Et donc voilà, c'est amusant à lire et je le conseille. Bonjour, je m'appelle Laurent Richard, je suis journaliste et je dirige un réseau de journalistes qui s'appelle Forbidden Stories et notre mission est de poursuivre les enquêtes des reporters assassinés, emprisonnés ou menacés et de le faire à plusieurs, ce qu'on appelle le journalisme collaboratif. Et à plusieurs, on publie les histoires que d'autres ont voulu censurer ou cacher. Alors, donc, le sujet est évidemment celui de cette liberté de la presse. Et donc, on va tenter d'en évoquer plusieurs aspects. Autant vous le dire tout de suite, j'avais prévu tout un plan et tout ça. Bien sûr, je ne retrouve plus ma feuille. Donc, tout ça va se faire avec une mémoire d'une vivacité incroyable. Christian Delporte ne vient pas, hélas. Il a été retenu. Désolé. Non, tu es à côté de Christian Delporte, mais oui, on ne l'a pas évincé. Christian, hélas, n'est pas là. Donc, toutes nos excuses pour lui. La liberté de la presse, c'est quelque chose qu'on a pu voir écrit sous une autre version sur les murs de nos villes par l'interdiction d'afficher de juillet 1881. Et donc, je ne résiste pas au plaisir, d'autant que je l'ai prévu, de vous citer quelques mots qui, je trouve, sont importants là aussi pour citer le débat, parce que voilà, nous sommes aussi un peu en des temps où on dit
une loi, une date, et bim, on passe tout de suite au sujet dans l'intensité de son actualité, alors que, bien sûr, à l'époque, ce fut déjà très vif. Quoique, le rapporteur, ce jour-là, le 21 juillet, dit « Nous ne proclamons pas une liberté, nous la faisons, mieux nous la réalisons ». Eugène Pelletan, qui lui était rapporteur au Sénat, la presse à bon marché est une promesse tacite de la République au suffrage universel. Ce n'est pas assez que tout citoyen ait le droit de voter, il importe qu'il ait conscience de son vote et la presse est là pour ça. Oh! Voilà, ce sont les inventeurs, entre guillemets, au sens de découvreurs, de fabricants, d'élévateurs, si j'ose dire, de la loi qui parlent, les pères de la loi. Cette loi n'a pas fait les gros titres de l'époque. Si vous regardez sur ce site que je vous conseille à nouveau, Gallica, la BNF, vous tapez le 21 juillet, je crois que c'est ça, c'est 21 juillet 1881, et que vous regardez les titres des journaux importants de l'époque, Le Petit Parisien, Quotidien et autres, il n'y a pas de gros titres, parce que en fait, mais ça, Isabelle nous en parlera, parce qu'il y a eu des allers et retours extrêmement nombreux sur la question de la liberté de la presse. Et donc, c'est une sorte d'aboutissement, si vous voulez, de succession de montagnes russes, sans jeu de mots avec aujourd'hui, à ce propos. Ce sujet de liberté de la presse se manifeste par les deux consoeurs et confrères qui sont à mes côtés. Et j'ai eu la curiosité d'aller regarder sur la une, la couverture de leur site numérique. Et donc, en ce qui te concerne, côté Mediapart, j'ai vu à la une le procès de Pardieu, les procès, tout ce qui est la violence faite aux femmes, c'est-à-dire donc un débat auquel Mediapart a largement contribué avec Marine Turki, qui a fait des choses remarquables en la matière. Avant d'aller sur la matérialité, je dirais, de chacun de ces sujets, j'étais heureux de savoir et de vous demander à l'un et à l'autre comment vous allez dans le paysage médiatique. Est-ce que ça rame ou est-ce que, voilà, on a un petit rythme de croisière? Merci beaucoup pour cette invitation d'abord. Le moment qu'on traverse est extrêmement troublé, il est même dramatique, il est chaotique à bien des égards. C'est vrai que l'arrivée de Trump à nouveau à la tête des États-Unis met le monde sans dessus-dessous. Et ça nous oblige, comme journalistes, à être à la hauteur de ce qu'on attend de nous, c'est-à-dire donner du sens à ce qui est en train de se passer et éclairer, donner des clés aux citoyens, aux lecteurs, aux lectrices, et puis essayer de révéler ce qui est caché, ignoré, placé sous silence par les puissants. Finalement, à Mediapart, on se retrouve assez dans la citation que tu as donnée tout à l'heure de l'importance pour nous du droit de savoir et de cette mission d'intérêt public qui est la nôtre comme journaliste, de rendre aux citoyens et aux citoyennes ce qui leur appartient, c'est-à-dire des informations sur la manière dont les décideurs décident et les décisions sont prises en leur nom. Pour nous, c'est très important d'assumer ce rôle de contre-pouvoir, et je pense que dans un moment où les démocraties sont affaiblies terriblement, il faut, nous journalistes, que nous revendiquions ce rôle de contre-pouvoir. On n'est pas là uniquement pour décrire ce qui se passe, on est aussi là pour demander des comptes
et placer les puissances économiques et politiques face à leurs responsabilités. Ce rôle, on doit le tenir avec rigueur, en produisant des informations de qualité, fiables, avec notre honnêteté journalistique, mais on doit le faire fortement. C'est-à-dire qu'on doit vraiment tenir cette place comme on tiendrait une place dans un château fort pour être prêt à se défendre. L'adversité est énorme et on a ce rôle, je pense, vraiment très important, de la même manière que les pouvoirs judiciaires aujourd'hui aux États-Unis sont mis en cause. Ce rôle, comme média, comme contre-pouvoir, de faire face. Alors, tu me parlais de la home de Mediapart. Sans doute qu'effectivement, il y a des choses sur l'affaire Depardieu, puisque un procès a eu lieu la semaine dernière, mais aussi sans doute qu'il doit y avoir des choses aujourd'hui sur l'affaire libyenne, puisque vous savez que c'est une affaire qui nous tient d'autant plus à cœur que nous en avons révélé les premiers éléments il y a déjà 14 ans. Et pour nous, cette histoire, elle cristallise ce que Mediapart sait faire de mieux, c'est-à-dire être capable de tenir bon dans la durée, là aussi face à l'adversité, face aux attaques nombreuses, de tenir bon et de faire en sorte qu'à un moment donné, la vérité des faits s'impose à tous et à toutes. Alors, il y a le temps journalistique et puis il y a le temps judiciaire. Je ne confonds pas les deux. Ce sont deux moments qui sont très différents et tous les deux très importants. Mais là, ce temps judiciaire a commencé pour Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Brice Hortefeux, Ziad Takieddine et Jory. Je ne les cite pas tous parce qu'ils sont trop nombreux à être à la barre. Mais voilà, le temps des réquisitions est arrivé. Le jugement est attendu cet automne. Alors la question, du coup, était sur la manière dont on allait, mais je ne peux pas parler de notre état, notre situation économique sans parler de l'état du monde, parce que c'est quand même ça qui nous traverse profondément, tous et toutes, vous comme citoyens et nous comme journalistes. Mediapart va bien et je pense que c'est le résultat de... c'est le succès. Ce succès que nous rencontrons aujourd'hui est lié à notre indépendance, est lié à la confiance que les lecteurs et les lectrices placent en nous en s'abonnant à Mediapart. Et effectivement, le journal va bien. Nous sommes rentables depuis 14 ans maintenant, sur 17 ans d'existence. Et ce succès, donc, on le doit aux fondateurs de ce journal, à Edoui Plenel, à François Bonnet, à Laurent Mauduit, Marie-Hélène Sméjean. 3 d'entre eux, sur ces 4 fondatrices, étaient des journalistes. Et c'est très important pour moi que ce journal, d'abord, ait été détenu par des journalistes. Aujourd'hui, on a une structure un peu différente. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir via une fondation à but non lucratif qui garantit, qui sanctuarise notre indépendance. Mais le journal va bien. Parce que nous sommes indépendants de tous les pouvoirs, parce que Mediapart est un journal sans publicité, sans aide publique, sans lien avec les GAFAM, sans mécènes. Et je ne dis pas que c'est le seul modèle d'indépendance. Tout un tas de systèmes et de modèles peuvent fonctionner et créer ce lien. Ce dont je suis convaincue, c'est que le fait que nous ayons un modèle si pur, d'une certaine manière, qui n'est financé que par nos lecteurs, aujourd'hui, et nos lectrices, bien sûr. On a 245 000 abonnés. Ce sont eux, et uniquement eux, qui financent Mediapart. Il n'y a aucune autre source de revenus. Et cette espèce de cercle vertueux entre l'information que nous produisons, la confiance qui nous est rendue par les lecteurs et les lectrices, fait, je crois, le succès du journal. Et bien sûr, la clé du succès, c'est l'indépendance du journal, mais c'est aussi le fait qu'on soit capable de produire des informations que vous ne lirez pas ailleurs, qui se distinguent. Voilà, encore une fois, qui révèlent des choses que certains cherchaient à laisser sous le tapis. Je pense que c'est un peu les 2 clés du succès de Mediapart aujourd'hui. Et donc oui, pour donner juste 2 chiffres, nous avons, notre chiffre d'affaires était de 24,9 millions d'euros en 2024, une forte hausse par rapport à 2023 et un bénéfice net de 3,3 millions d'euros, ce qui nous permet de voir venir pour les éventuels temps difficiles qui sont face à nous.
Alors, on a 65 journalistes. En fait, je préfère parler de l'équipe dans son ensemble. C'est 150 salariés à Mediapart, à temps plein, dont la moitié de journalistes. Mais 150 parce que à l'équipe marketing, au service abonné, à la gestion, au service produits et techniques, ce sont vraiment des salariés qui sont complètement investis de la même manière de nos valeurs, de la mission qui est la nôtre. Et ils contribuent à faire vraiment que l'information existe, diffuse et produise de l'effet. Alors n'hésitez pas à nous interrompre, hein, parce que justement la proximité à laquelle on tient tant, il faut la faire vivre ici aussi dans cette salle. Avant de donner la parole à Laurent, Isabelle, tu souhaitais réagir. Approche-toi donc du Oui, micro. parce que j'ai peur que ce que je vais dire ne corresponde pas n'ait pas de lien avec ce que vous allez dire, donc je préfère réagir tout de suite. Parce que moi, j'ai suivi l'histoire de Mediapart assez tôt, parce que j'étais dans une émission qui s'appelait Le Secret des Sources sur France Culture, où j'ai rencontré Fabrice Arfi très tôt, et Louis Plenel pour d'autres. Voilà. Et je me souviens de m'être retrouvée avec Louis Plenel sur l'affaire Cahuzac, et dans lequel il se faisait insulter par les auditeurs. Et moi, j'étais intervenue en disant, il y a un problème dans ce pays, et j'ai peur que ce ne soit pas qu'un problème dans ce pays, c'est que, et c'est important de le dire ici, alors parce que je pense que vous n'êtes pas de ces gens-là, c'est qu'il y a une mauvaise image du journaliste d'investigation. Le journaliste d'investigation dont on pense probablement ici, nous sommes tous d'accord à quel point il est important pour le fonctionnement de la démocratie, eh bien, il n'a pas un métier évident, il a même un métier presque minoritaire. Et ça a été vrai de Cahuzac, et c'est particulièrement vrai en ce moment avec le procès Sarkozy-Libye. Fabrice Arfi, toujours, nous avait dit un jour, je ne sais plus si j'étais seule ou avec d'autres gens, à quel point il était sidéré par à quel point les preuves étaient là, à quel point l'affaire était presque évidente et qu'elle n'était pas reprise. Pendant des années, l'affaire Sarkozy-Libye n'était pas reprise par les autres journaux, pas reprise par les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, moi je suis allée écouter les réquisitoires. J'étais sidérée, parce que même moi, là, j'avais l'impression que je me tenais au courant. J'étais sidérée par l'épaisseur du dossier. Et pas simplement, évidemment, celui Mediapart, mais celui qui a été fait grâce à l'investigation de la police. Et pourtant, il n'y a pas un titre d'un grand journal sur l'affaire. Il n'y a pas une sur l'affaire invraisemblable dans laquelle on sait maintenant, je crois pas, il n'y a aucun doute que le président de la République, et avant lui, parce qu'en fait il reprend les réseaux d'avant, c'est clair, donc tout ça date de 95 quand même à peu près. La France est corrompue, et quand on voit le réquisitoire, on voit à quel point ça a eu des incidences lourdes sur le nucléaire, sur les échanges commerciaux, sur nos vies d'une certaine manière. Et tout ça sans une et sans... Et j'ai regardé la télévision depuis les réquisitoires, ce n'est que des mensonges. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que les journalistes, même les journalistes plutôt honnêtes, plutôt pas du tout forcément sarkozystes, ne comprennent pas, ne reprennent pas les éléments, ne sont pas au courant, comme si tout était touchy. Pourquoi ? Parce que finalement, la moitié de la France est de droite, une grosse moitié, et que la moitié de la France n'embraye pas. Or, l'information est politique, et ceux qui vont intervenir, la réception de l'information, c'est ça que je voulais dire, elle est extrêmement importante. On va parler de l'information dans ses intentions, dans son contenu, dans son fonctionnement, mais il ne faut jamais oublier que les journalistes travaillent avec sous contrôle, et le contrôle, c'est l'opinion publique. Or, l'opinion publique, il n'est pas toujours du tout d'accord avec les journalistes qui disent la vérité, parce que, comme dirait un poète, le premier qui dit la vérité, il sera exécuté. C'est une vraie difficulté. Je le dis parce que je pense qu'ici, on n'est pas dans les exécutants face à la vérité. On n'a pas fait de contrôle. Mais je le sens. Mais il faut pas l'oublier. Oui. Il faut pas l'oublier. Le débat peut exister, vous avez le droit de penser autrement, je le dis. Laurent, toi, précisément, puisqu'on parlait de couper la tête, hélas, tu es face je dirais, à des situations terriblement violentes où on veut stopper le messager, stopper le message. Oui, donc ta question au départ, c'était comment ça va. Ce serait difficile de dire que ça va bien, sincèrement. Oui, dans notre mission,
on se déploie et on essaye de tenir le coup parce qu'on voit, je pense, et c'est très rare dans l'histoire moderne, la chute d'une démocratie en temps réel, d'heure à heure, de jour à jour. Tu parles des États-Unis. Je parle des États-Unis. Il y a, mais c'est un exemple à regarder de très très près parce qu'on voit une chose en ce moment qu'on n'a, je pense, pas observé depuis des décennies. C'est la chute d'une démocratie en temps réel et on voit que une démocratie, si on ne la défend pas de manière très très proactive, elle va s'écrouler. Elle n'est pas faite pour durer si elle n'est pas défendue. Et Karine employait le mot de contre-pouvoir, il est juste, il est essentiel dans le temps dans lequel on est. Qu'il soit judiciaire, que ce soit le pouvoir parlementaire, que ce soit le pouvoir de l'éducation nationale, que ce soit le pouvoir des journalistes ou le contre-pouvoir des journalistes, on doit tous jouer notre rôle de citoyen. Pour ce qui est de Forbidden Stories, on a un mandat assez particulier, c'est qu'on poursuit les enquêtes de reporters qui ont été assassinés ou emprisonnés, parfois menacés. On travaille donc essentiellement en dehors de la France, où parfois les sujets nous ramènent en France, parce que souvent, derrière l'exécution de journalistes, on y trouve des affaires de corruption, de blanchiment d'argent, de chaînes d'approvisionnement de minerais qui étaient minés comme le sable en Inde et trafiqués par les mafias du sable qui tuent des journalistes en Inde, mais ce sable va finir à Paris. Ou une pollution causée par une mine russe au Guatemala, qui est une mine de nickel, et ce nickel va finir dans des batteries qui sont utilisées avenue Georges V. Donc, notre mandat à Forbidden Stories aussi, c'est de rapprocher ces histoires-là qui sonnent loin. On a l'habitude de se réveiller le matin avec ce flash sur France Info ou sur France Inter ou sur toute autre radio où on nous dit un nouveau journaliste de plus est mort au Mexique. Et finalement, on a quasiment métabolisé ce type de chiffres, d'index et tout ça. Et notre but, c'est de casser ça. Notre but, c'est de rapprocher ces histoires-là avec notre quotidien et de montrer qu'un journaliste a été tué, un tueur est en liberté et que une enquête judiciaire va être menée mais sera très vite enterrée. Le taux d'impunité dans le monde, tel qu'il est calculé par Committee to Protect Journalists, il est de 90%. Donc il varie entre 88 et 92% depuis ces 10 dernières années. Il est très intéressant à regarder. Il est souvent très proche du niveau de corruption ou de la perception de la corruption par pays. Donc on voit en fait ce qui tue les journalistes, c'est l'impunité. L'impunité, elle est produite par la corruption. La corruption, elle peut être produite aussi souvent dans des pays où il y a de l'activité extractive, par exemple, dans les pays du Sud où les entreprises du Nord viennent. Donc on voit à Forbidden Stories toutes ces tendances-là, ces patterns, comme on dit en anglais, qui nous expliquent comment finalement, à la fin, un messager qui est en train de porter le message pour nous tous, parce qu'un journaliste, c'est ça sert à informer dans l'intérêt général, pour nous dire que son lac est contaminé, pour nous dire que ces feux de forêt, ce ne sont pas des événements naturels, ce sont des catastrophes humaines, pour nous faire passer un message sur une affaire de corruption comme Daphné à Malte. Pour nous dire ça, seront assassinés demain ou ont été assassinés hier. Un jour, on parlait avec Raphaël Moreno un mercredi, il était journaliste en Colombie. Il nous disait « j'ai très peur, pourtant j'ai 40 ans, ça fait 20 ans que je suis menacé, mais là j'ai très peur. Et s'il m'arrive quoi que ce soit, poursuivons l'enquête. » Et il nous a dit sur quoi il enquêtait. Il n'a pas eu le temps de faire savoir qu'il avait mis à l'abri ces informations-là. Et il a été assassiné le dimanche. Et le dimanche, il a été assassiné par un tueur à gages qui était envoyé par un commanditaire qui était évidemment et proche des cartels et proche d'une classe politique et d'entrepreneurs locaux. Et donc dès le lundi, on était dans l'avion pour la Colombie et avec des reporters colombiens d'abord, et puis des reporters de la zone Amérique latine, et puis ensuite d'autres partenaires internationaux, on a poursuivi son travail. Donc ça, c'est notre quotidien. Donc ça ne va pas très bien, c'est très dur. Enquêter sur... on est plongé tout le temps dans des histoires extrêmement dures, on est face à un danger très fort. Le tueur vient de tuer, il est en liberté. Nous, j'envoie mes équipes sur le terrain, ou je vais aussi sur le terrain. Donc on est confronté à un niveau de stress extrêmement élevé et sur des enquêtes très difficiles, très longues, et sur lesquelles on a besoin de s'associer. Et c'est là l'essence du journalisme collaboratif. C'est-à-dire que la collaboration, travailler avec d'autres reporters, et c'est ce qu'on fait à Forbidden Stories, on s'associe avec le Guardian, avec Le Monde, on travaille avec 110 organisations de presse dans le monde, et on publie à la fin en même temps chacun nos histoires. Elles peuvent être différentes, chacun est indépendant. Et on fait en sorte d'envoyer ce signal-là au tueur. Vous avez tué le messager, vous ne tuerez jamais le message. Donc on le fait
dans l'intérêt général, pour que tout le monde ait accès à l'information sur ce lac au Guatemala, sur cette rivière polluée en Colombie, sur ce sable en Inde, pour que les tueurs aussi se disent, en fait, d'un point de vue stratégique, c'est contre-productif de tuer un journaliste. Et donc, c'est ce qu'on fait. Et l'époque dans laquelle on est, je trouve, moi en tout cas, me donne la conviction que ce qu'on fait, ce que Karine fait, c'est exactement ça. C'est tenir en contre-pouvoir. Et tu parlais de le tenir fort. Oui, il faut le tenir très très fort, parce que les vents en face sont très durs. Peu importe les sources financières, la défiance du citoyen à l'endroit du journaliste, elle est... Alors, il y a des choses à dire, parce qu'il y a des sondages en France récemment qui disaient non, en fait, les journalistes ont plutôt confiance les gens ont plutôt confiance dans les journalistes. Mais ces mêmes personnes ne sont pas prêtes à mettre 1 euro pour lire une information aussi. Donc il y a encore beaucoup de travail, je pense, de pédagogie à faire sur notre métier, de pédagogie à faire sur la désinformation, une immense urgence, je trouve, d'un point de vue de l'éducation nationale et des pouvoirs publics, à s'adresser aux élèves de 9 ans, de 10 ans, à ceux qui sont sur le point d'avoir un téléphone portable pour agir tant qu'il est temps. Pas pour leur dire que c'est pas bien, mais pour leur dire il y a beaucoup d'algorithmes et beaucoup de choses que tu verras ne seront pas choisies par toi. Ce sont des algorithmes. Au moins sache-le. Et diversifie tes sources. Donc voilà. Donc c'est une époque difficile, et dans ces combats difficiles aussi, ça nous permet aussi de nous aligner, comme on dit en ce moment, sur qu'est-ce qui nous semble le plus important, et de choisir nos combats sans être des militants non plus, si ce n'est de militer pour l'accès à l'information. Voilà. Oui. Alors, on y reviendra à ça, parce que le distinguo que tu viens de faire est extrêmement important. Mais avant, avec Isabelle, ce que je voulais revoir, c'est cette genèse du couplage entre démocratie, presse, république. Ça veut dire que d'emblée, il y a là quelque chose qui est posé comme étant un terme politique au sens large, qui est la liberté de la presse et ce que ça vient faire dans notre société, dans l'agencement de nos rapports entre les uns et les autres et au pouvoir. Oui, alors il y a une différence entre les médias, la presse, et puis la question de l'information d'une manière générale, hein, parce que évidemment, ça pose des questions un petit peu différentes. Avant qu'il y ait des médias, c'est-à-dire avant qu'il y ait la presse écrite, il y avait évidemment des moyens de s'informer. Il y avait les hommes politiques avaient besoin d'informations, et les peuples et les élites avaient aussi besoin d'informations. Donc il y avait un rapport un peu pas de coexistence, mais même plus que ça. Les gens, on avait encore une fois de complicité et de travail en commun. Et puis progressivement, l'histoire de la liberté de l'information, elle va avec l'arrivée du peuple actif, qui va décider de son existence, de sa vie et du pouvoir politique, et que pour cela, il va à la fois être aidé par la presse, qui va naître progressivement. Il y a une concomitance, il y a une corrélation, il y a un lien presque chronologique entre l'arrivée des médias et l'arrivée de la liberté. On ne peut pas savoir ce qui commence, qui commence pas, mais c'est clair que la liberté des citoyens, de la politique, l'arrivée massive du peuple comme décidant de son sort va être totalement liée à la presse, avec évidemment quelque chose de dialectique. C'est-à-dire à la fois les citoyens vont avoir besoin de la presse pour s'informer, les hommes politiques vont avoir besoin que les citoyens soient informés, et en même temps évidemment tout le monde craint tout le monde. C'est-à-dire que l'homme politique a peur de l'information et le citoyen déteste l'information quand elle n'est pas dans son sens. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc les choses sont extraordinairement compliquées. Mais donc c'est fait des allers-retours avec des grandes dates. On les cite évidemment. La première grande date, je vais pas remonter à François Ier, mais la première grande date, c'est évidemment la Révolution française, en tous les cas pour nous. La Révolution française, l'article 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, dans lequel il est dit que les Français ont le droit, les hommes d'ailleurs, parce qu'en fait la Révolution française est universaliste, les hommes auront le droit, et quand ils disent les hommes, je crois quand même
même qu'ils incluent les femmes. Il parle de toi aussi. J'espère. En tous les cas, Olympe de Gouges, Manon, enfin d'autres femmes l'ont compris comme ça. Et même elles se sont battues. Certaines ont perdu leur tête parce qu'elles avaient compris ça et qu'elles voulaient le faire appliquer. En tous les cas, l'idée que les hommes naissent libres et égaux en droit et qu'ils ont le droit de parler, de communiquer et de s'exprimer d'une manière presque illimitée. Hein. Après, et très rapidement, hélas, la Révolution française elle-même va limiter ce droit. Hein, c'est 1793 où il y a déjà, on met des freins et des lois à cette liberté d'informer. La gauche, hein, si on veut dire, la terreur. Et puis c'est la droite qui va remettre un peu d'information avec la restauration, un peu de liberté. Enfin, on ne peut même pas dire que ce soit très forcément à droite ou à gauche la liberté d'information. C'est la Révolution française qui l'installe. Et encore une fois, le peuple, mais ses dirigeants vont comprendre qu'ils ont besoin de cette liberté d'information pour faire vivre la démocratie. Donc l'histoire de la presse, l'histoire des médias, c'est cette compréhension progressive avec des allers-retours, évidemment, que chacun a besoin d'être informé, comme tu le disais, sur la loi. Alors, grande date, évidemment, 1881, la loi sur la presse qui va donner la liberté d'information. Ça, c'est le premier, qui était presque illimité, là aussi. Hein. Il y a très peu de limites. Après, bien sûr, les puissants, ceux qui ne veulent pas de l'information, vont installer des moyens de ne pas faire fonctionner la loi 1881 par les sous. Hein, on va faire payer les journaux pour qu'ils ne puissent pas s'exprimer. On va les attaquer sur des choses et d'autres. Enfin, bien sûr, cette loi du chat et de la souris est très, très, très compliquée et très amusante d'ailleurs à voir, mais impossible à raconter. Et donc, dans cette loi de chat et de la souris, la loi de 1881 marque un pas. Elle va être évidemment très vite contestée. Après, on a la loi, mais il faut la faire fonctionner. Et pour faire fonctionner cette loi, il faut que les journalistes aient les moyens de faire fonctionner ces lois. Donc la deuxième grande étape de la liberté, enfin troisième, la liberté sur le plan formel. Ensuite, la loi qui donne la possibilité aux journaux de faire l'information. Et puis la troisième étape très importante, c'est que les journalistes aient les moyens de travailler. On va leur donner et ça, c'est les grandes lois qui vont aider les journalistes, comme la loi Brachard, qui va donner les moyens aux journalistes de travailler. Donc ça, c'est à partir de ce moment-là, on peut dire qu'on est dans cette situation où la presse peut travailler. Et puis la deuxième étape qui va changer quand même beaucoup, c'est l'arrivée, deuxième cycle, c'est l'arrivée de la télévision et de la radio, où tout d'un coup les choses paraissent profondément modifiées. Les lois de 1881 ne marchent pas très bien, elles ne suffiront pas. Et là, il va y avoir un certain nombre de lois, en particulier évidemment en France, la loi de 1986 qui va permettre une liberté. Parce que quand on me dit, vous vous rendez compte, c'est affreux, il y a Bolloré, machin. Oui, enfin, moi je suis d'accord sur que c'est affreux Bolloré, hein, mais ma tâche de chercheur, c'est quand même de dire, d'accord, mais enfin, entre 1953, disons, et puis 1986, il y a un Bolloré qui s'appelle l'État qui contrôle entièrement les médias, quand même. Hein, et tout le monde ne trouve pas ça normal, il y a de la bagarre. Mais on ne part pas d'un monde idéal dans lequel tout d'un coup, il y aurait des méchants qui arriveraient. Il y a un combat. Il y a eu un combat pour la liberté de la télévision et de la radio qu'on a gagné, 86. Et puis après, il y a eu, là, de nouveau, il y a un retour en arrière. En tous les cas, il y a une nouvelle ère. Et puis, troisième ère. La troisième, et là je vais terminer parce que là tout est ouvert, on va parler que de ça j'imagine, c'est le numérique. Le numérique arrive et on voit bien que la loi de 1881, que la loi de 1986, elle ne suffit pas parce que tout d'un coup les journalistes, les médias, les supports médiatiques prennent une forme tout à fait différente et surtout chacun d'entre nous devient un journaliste potentiel, puisqu'il peut écrire dans les médias que sont Internet, les réseaux sociaux. Nous avons tous une télévision, une radio et la presse écrite dans nos poches. Nous avons la possibilité de faire des photos, des films et de les transmettre immédiatement. Et là, tout d'un coup, c'est évidemment totalement vertigineux. Et évidemment, les lois dont je vous ai parlé ne fonctionnent plus si on veut, comme je l'ai montré au départ de mon intervention, faire en sorte que démocratie et liberté de la presse et fonctionnement des médias aillent ensemble, parce qu'on pense que les deux ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Alors, pour en revenir à Mediapart, donc il y a ce dont tu parlais, Laurent, c'est-à-dire de défendre effectivement la démocratie et en même temps de ne pas apparaître comme étant militant. Ça, c'est
la ligne de fracture. Et comment on fait à Mediapart de ce point de vue où vous êtes très souvent renvoyé à une image de marque qui n'est pas celle-là, qui est une image d'un militantisme. Et donc vous êtes obligé d'avoir une double action en quelque sorte, c'est-à-dire de mener vos enquêtes, mais aussi d'assurer en quoi ça n'est que de l'enquête et pas du militantisme. Alors effectivement, on est très souvent attaqué sur tout un tas de biais. On sent que toutes les prises pour nous faire tomber sont bonnes, mais ça fait effectivement partie des prises. Donc la manière dont on répond à ça, c'est de deux manières. La première, c'est de dire Mediapart met les faits vérifiés, documentés, dans le respect du contradictoire au centre. Le contradictoire, c'est le fait de toujours, quand on sort des informations qui potentiellement mettent en difficulté telle ou telle personnalité, évidemment de la confronter avant publication aux éléments d'information que nous allons publier et lui donner l'occasion de répondre. Ça, c'est une règle de votre fonctionnement. C'est une règle qui est dans les codes de déontologie du journalisme, le contradictoire. Mais... Oui, non, peut-être il faut le redire. Certes. Entre nous. Les journalistes sont soumis à un code, à des règles déontologiques, alors qui, pour certaines, sont écrites dans différents traités internationaux, européens, etc., appris en général dans les écoles de journalisme. Mais effectivement, le contradictoire, c'est l'un de ces principes très importants. Pour nous, pour donner l'exemple d'une enquête sur les violences sexistes et sexuelles, on ne se contente pas d'accueillir la parole des victimes. On le fait, évidemment. La première chose, c'est de faire en sorte que les personnes qui vont venir nous voir nous font confiance. Donc, c'est de les mettre en confiance. Ensuite, c'est effectivement de recueillir des témoignages, le plus de témoignages possible. Et puis ensuite, chaque témoignage est vérifié, c'est-à-dire que chaque affirmation de la personne, j'ai pris cet exemple, j'aurais pu en prendre un milliard d'autres évidemment, est vérifiée scrupuleusement, c'est-à-dire si la personne dit que telle chose lui est arrivée à telle date, d'accord, est-ce que tu en as parlé à quelqu'un à cette période-là? Si oui, nous allons interviewer cette personne pour voir si effectivement elle a dit ce qu'elle a dit, si des documents existent, des SMS, des mails, des appels téléphoniques qu'on pourrait amener dans le dossier qui nous permettrait de documenter. Donc pour nous, c'est jamais, on nous dit c'est parole contre parole. Bon, c'est pas du tout parole contre parole. Nous, nos enquêtes, c'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont si chronophages. C'est qu'il faut passer un temps fou pour vérifier tout ce qui est dit, reprendre, s'assurer que la personne n'a pas oublié l'autre moitié de l'autre versant de l'histoire. Et donc c'est comme un édifice qu'on construit patiemment et comme un puzzle qu'on construit avec des pièces qui s'ajoutent les unes progressivement et qui finissent par produire une image. Alors juste un point là-dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle le travail de l'enquête. Ça veut dire que, par exemple, moi, je suis jeune journaliste, j'arrive à Mediapart, j'ai une sorte d'enseignement, en quelque sorte, d'une méthode Mediapart, où c'est au fil de mes enquêtes que on corrige le tir parce qu'il y a un dialogue entre les uns et les autres. Ça, c'est la scène de théâtre d'une rédaction. C'est-à-dire que d'abord, on a une conférence de rédaction tous les matins à 10h qui rassemble pas seulement les journalistes, mais l'ensemble de l'équipe. Et déjà une première discussion sur les sujets qu'on va décider de mettre en une du journal, sur lesquels on va décider de travailler, d'enquêter. Et puis après, c'est le travail, et notamment pour les enquêtes les plus lourdes, on laisse très rarement une seule personne, un seul journaliste ou une seule journaliste enquêter. Sur les sujets les plus difficiles, vous verrez souvent que les enquêtes sont signées par 2 personnes, justement pour toujours avoir un contrepoint, pour éviter que le journaliste part dans une mauvaise direction, qu'il soit un peu seul avec tous ces éléments et qu'il n'ait plus de regard extérieur. Mais sinon, c'est
c'est le travail d'une rédaction, d'une équipe avec des responsables de pôle. Donc on a des responsables du pôle enquête qui sont Michael Agenberg et Fabrice Arfi, et puis après la direction éditoriale qui a un nouveau regard. Et donc c'est une succession d'allers-retours sur l'info. À Mediapart, on se pose énormément de questions. On est toujours à décortiquer ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on a raison de le faire comme ça? Est-ce qu'il y aurait matière à le faire autrement? Est-ce qu'on prend la bonne direction? Et on a beaucoup de doutes. On aime à dire à Mediapart que ce qui nous guide, c'est l'intranquillité. On a des doutes sur ce qu'on fait. On se pose, on a un regard réflexif sur nos pratiques. Parce que ça nous paraît décisif pour ne pas se tromper. Parce qu'effectivement, à Mediapart, c'est aussi la clé de notre succès. On s'est peu trompé, voire pas trompé. Et il suffirait d'une erreur sur une grosse enquête pour que ce soit assez catastrophique pour notre journal. Ça pourrait ruiner une partie de la crédibilité que les lecteurs et les lectrices nous font mettre dans le journal. Donc, on n'a effectivement pas le droit à l'erreur. Mais j'en reviens à ce que tu me disais tout à l'heure sur la question du militantisme, parce que c'est vraiment intéressant et très important. À Mediapart, on considère qu'on ne défend ni aucun parti, ni aucun syndicat, ni aucune association. Et d'ailleurs, on a été capable, si vous lisez Mediapart en 17 ans, on a publié des enquêtes aussi bien sur des personnalités de droite comme de gauche. On parlait tout à l'heure de l'affaire Cahuzac, qui nous a valu effectivement beaucoup d'attaques, mais qui, cette affaire, a eu aussi un impact incroyable, puisque à la suite de cette enquête a été créé le parquet national financier et a également été créée la haute autorité pour la transparence de la vie publique qui depuis lors exige des élus qu'ils produisent leurs avoirs, et donc ce qui en termes démocratiques pour faire fonctionner de manière vivante l'espace citoyen dans lequel on vit, eh bien ça me paraît très important. Je referme cette parenthèse. Donc aussi bien des hommes politiques de droite comme de gauche, l'une de nos premières enquêtes sur les questions de violences sexistes et sexuelles concernait Denis Baupin, qui était à ce moment-là le président de l'Assemblée, vice-président de l'Assemblée nationale, qui était écologiste. L'idée, donc, c'est, y compris, on pourrait dire, d'associations qui défendent des valeurs qui sont les nôtres, eh bien, on serait en mesure, si on reçoit des éléments nous indiquant que telle ou telle personnalité de cette association se comporte mal avec ses salariés, qu'elle fait de la fraude fiscale, ou je sais pas on serait évidemment en mesure de publier. C'est souvent ce qu'on a fait. On n'est donc pas militant. En revanche, on est un journal engagé. On a des valeurs, c'est ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Hein. Les journalistes qui vous diront qu'ils ne sont pas engagés se mentent, puisqu'en fait chaque journal, le Figaro a une ligne éditoriale, l'Opinion a une ligne éditoriale, la totalité des journaux ont des lignes éditoriales. Les journalistes ne sont pas neutres, ils ont un bagage, une histoire, une trajectoire, et effectivement, ils défendent des valeurs. Alors, quelles sont les valeurs que défend Mediapart? C'est finalement assez simple. C'est des valeurs qui sont, pour la plupart, à l'article 1er de la Constitution française, des valeurs d'égalité, de solidarité, des valeurs de probité. Alors, ce n'est pas l'article 1er de la Constitution, mais enfin, c'est des valeurs qui nous rassemblent, des valeurs liées à l'intérêt qu'on peut porter aux questions écologiques, aux discriminations, aux violences sociales, des questions liées à la lutte contre l'impérialisme. Je le dis parce qu'en ce moment, il se trouve qu'on a des renversements de valeurs avec Trump qui considère que les Ukrainiens sont des agresseurs plutôt que les Russes. Et ça, je veux en dire un mot pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le moment quand même de orwellien qu'on est en train de traverser, où le vrai c'est le faux, où la guerre c'est la paix, où les accusés sont les victimes. On le voit aussi à travers l'affaire Depardieu. Bon, tout est renversé, hein. Il faut quand même être bien accroché pour garder la ligne. Et donc, dans ces cas-là, c'est important d'avoir une ligne éditoriale et c'est important d'avoir des valeurs. Mais si je devais
en garder qu'une, ce serait la valeur d'égalité qui nous est très chère et d'égalité concrète. Et c'est effectivement autour de ça qu'on essaye de travailler à Mediapart. Mais en revanche, effectivement, nous ne sommes pas le journal d'un parti, nous ne sommes pas le journal d'un syndicat, nous ne sommes pas le journal d'une association. Laurent, même question. Quand vous partez sur voilà, une difficulté majeure, et on mesure d'ailleurs à quel point ça doit être dur à vivre. Qu'est-ce qui fait que vous partez sur un cas? Et qu'est-ce qui fait que vous allez mesurer le fait d'être en engagement, mais pas en militantisme? On va partir sur c'est vrai qu'il y a un nombre croissant de journalistes tués, assassinés, emprisonnés. On est une équipe de seulement 25 personnes et on est la seule organisation au monde à être dans cette mission-là. Après, on a un réseau de 300 journalistes, mais comment remplir notre mandat dignement, sachant qu'on n'est pas du tout en mesure de poursuivre les enquêtes de tout journaliste assassiné. Donc ça nous amène dans des situations effectivement où on doit, tout en essayant d'être le plus professionnel et serein possible, avoir un process, comme on dit, pour prioriser. Et donc la première chose que l'on fait, c'est déjà d'essayer de savoir de confirmer le lien entre l'activité journalistique et le meurtre. Est-ce que ce journaliste-là a été tué pour son enquête ? S'il était tué pour une autre raison, parce qu'il avait une autre activité, parce que pour une raison personnelle, et ça nous est déjà arrivé après un mois de se rendre compte que ça n'avait rien à voir, à ce moment-là, c'est en dehors de notre mandat et ce sera aux autorités judiciaires ou à quiconque de faire cette enquête-là. La deuxième chose qu'on regarde, c'est est-ce que notre enquête va apporter un danger qu'on ne voudrait pas apporter pour les familles, pour les enfants du journaliste qui vient d'être assassiné et qui nous dirait non, là, il ne faut vraiment pas faire de bruit pour le moment, ou il faut attendre que je sois dans le pays voisin ou que je passe cette frontière-là. Et ça, on fait donc l'évaluation du risque, le risk assessment, où on peut prendre des mois, et on le fait avec des journalistes locaux aussi pour nous dire est-ce que dans cette partie-là de la Colombie, on peut vraiment aller interroger ces 4 personnes de ce clan qu'on connaît, qui sont en connexion avec le clan del Golfo, qui est un des cartels les plus puissants au monde, qui est basé sur la Colombie, entre autres. Est-ce qu'on peut le faire sans prendre le risque de faire assassiner 10 autres personnes dans les 48 heures qui vont suivre? Donc il faut vraiment avoir des vraies discussions posées et concentrées. C'est une question de responsabilité. Ça, c'est une question de responsabilité. À la fin que je prends, mais que je prends sur la base de conseils et des discussions. Ce qui demande d'être très organisé, et je pense qu'une de nos qualités à Forbidden Stories, quand on rentre dans la rédaction, c'est une ambiance de bibliothèque universitaire. On part tous en colle sur des fuseaux horaires différents, mais on est très organisé et cette organisation-là et cette méthodologie nous permet de travailler avec 80 journalistes qui sont quasiment à bord d'un même avion qu'on piloterait, et on va essayer de le faire atterrir ensemble pour une enquête mondiale. Donc il faut beaucoup de coordination, il faut du leadership aussi, donc il faut savoir prendre une décision, l'assumer, l'expliquer, ne pas travailler avec certains qui ne seront pas faits pour le journalisme collaboratif, parce qu'on peut faire une toute petite parenthèse là-dessus, c'est exactement le contraire de ce qu'on nous apprend encore à l'école de journalisme. On nous apprend à travailler seul, on nous apprend à travailler seul avec sa source, avec son rédacteur en chef, avec son papier. Alors souvent, la précarité ajoute ou fabrique cette solitude là aussi. Beaucoup de journalistes sont indépendants et sont tout seuls avec leur histoire, financés par les assédiques et pas par la rédaction qui va finalement l'acheter. Mais le journalisme fabrique des gens assez solitaires. Et nous, notre métier est de les regrouper ensemble en fonction de leurs talents, de leurs ressources, de là où ils sont, de ce qu'ils savent et que moi, je ne vais pas savoir, pour qu'on puisse délivrer à la fin une série de 20-30 papiers qui vont sortir en même temps avec des angles différents et des ressources différentes. Donc on choisit des histoires en fonction effectivement de ces différents critères et de qu'est-ce qu'on va réellement apporter
au lecteur et comment on va arriver à... Voilà, ce qu'on se pose au tout début de chaque enquête, on part avec des hypothèses, c'est la beauté du journalisme d'investigation et c'est sa dureté aussi. C'est-à-dire on part sur une hypothèse et on ne connaît pas la fin. Et quand des journalistes me pitcher une histoire avec une fin qui est déjà toute trouvée, en général, c'est pas que j'ai un doute, c'est que je me dis que je ne suis pas certain de ce qu'on va pouvoir apporter si déjà on connaît la fin. Une enquête, c'est une enquête, donc il va falloir trouver des sources. Pour trouver une source, il faut se montrer visible auprès de ces sources-là, il faut commencer à être approché. C'est pas comme dans les films américains, on n'a pas tout de suite rendez-vous dans un parking au 3e sous-sol. Il faut. C'est décevant, ça. Voilà. Donc on choisit ça. On fonctionne comme ça. Et puis après, on assemble une équipe pour chaque projet. Voilà. Alors, par exemple, à la une un exemple exactement de ton site en ce moment, il y a le Gaza Project. Ouais. Comment on fait pour aller investiguer dans un lieu où on ne peut pas aller et quelle information tu as apportée via cette enquête? Alors ce projet-là, il est particulier parce qu'effectivement, on parle d'un terrain auquel depuis l'étranger, on n'a pas accès. Et c'est aussi ce qui est... Il y a quand même plus de 50 000 morts dans la bande de Gaza. C'est une guerre à laquelle on n'a pas accès de l'extérieur, où les journalistes palestiniens sont des survivants parmi les survivants, sont des déplacés parmi les déplacés. Et alors qu'un gilet pare-balles porté... Normalement, en terrain de guerre, quand on est journaliste, il faut porter un gilet pare-balles pour éviter les balles, pour y survivre. Et marquer dessus la distinction, le sigle presse, pour qu'on ne tire pas sur un journaliste. Et un journaliste, d'un point de vue juridique, est un civil parmi les autres, mais il est prévu par les conventions de Genève que le droit de la guerre ne permet pas de tirer sur un journaliste ou sur son équipement. Le droit de la guerre prévoit qu'on ne peut tirer que sur une personne qui participe activement à un combat. Donc ce projet-là, il était déjà extrêmement important à mener. C'est une guerre extrêmement violente où les journalistes, pour nous, il y a 170 journalistes qui ont été tués palestiniens qui ont été tués depuis le 7 octobre 2023. Et donc c'était essentiel de trouver une manière de travailler sur ce terrain-là. Mais comment travailler sur un terrain sans y aller? Donc on a quand même travaillé avec des journalistes palestiniens depuis la bande de Gaza, des journalistes palestiniens qui vivent dans des pays à côté, des journalistes israéliens, et je veux aussi le dire, on travaille avec le magazine 972, qui est un magazine basé en Israël, mais qui fait travailler et des journalistes palestiniens, arabes et israéliens ensemble, et qui sont à l'origine d'immenses révélations d'ailleurs sur l'usage de l'intelligence artificielle par l'armée israélienne pour déterminer des cibles en quantité algorithmique. Donc on a travaillé avec des journalistes israéliens, palestiniens et puis américains, anglais, avec les gens de Bellingcat. Voilà. Donc il a fallu faire plusieurs choses. Recueillir du témoignage de terrain. Quand Fadi Al-Waidi, un reporter qui récemment a perdu l'usage de ses 2 jambes parce qu'une balle lui a traversé le cou et ressorti par derrière dans son dos et lui a sectionné la moelle épinière. Il a les 2 jambes paralysées aujourd'hui. Fadi, il portait un gilet pare-balles et il est parti avec 4 autres reporters. Et c'est un journaliste qui travaille pour soit des chaînes locales, soit des agences internationales, pour raconter ce qui se passait dans une zone, mais qui n'était pas une zone dite d'évacuation. Chaque jour, l'armée israélienne publie des cartes et demande aux populations d'évacuer cette zone-là, considérant qu'il y aura des zones des combats. Il n'était pas dans cette zone-là. Il a pris une balle. Et donc notre travail, c'était de savoir est-ce qu'il a été délibérément visé par l'armée israélienne parce qu'il était journaliste, ou est-ce qu'il a été visé parce qu'il était un civil parmi d'autres civils visés par l'armée israélienne, ou est-ce qu'il était au mauvais endroit. Oui, ou est-ce qu'il participait activement à un combat. Et donc on a déterminé, il a fallu recueillir plein de sources vidéo, plein de sources acoustiques. Donc on a travaillé avec beaucoup d'experts en balistique, en acoustique, en modélisation 3D,
sur la base aussi d'expertise médico-légale pour déterminer exactement la trajectoire de la balle, de la munition en fait quand elle perfore le corps de Fadi, pour déterminer que la balle en fait avait été réellement tirée depuis un point élevé. Et puis ensuite on a tourné les caméras vers le ciel, on a trouvé des sources et puis on a entendu le bruit de drones. Donc les drones, on sait depuis longtemps qu'ils sont utilisés par l'armée israélienne. Il y a un doute qu'on avait, on entend depuis 2017 que l'armée israélienne, en tout cas on sait qu'en 2017, l'armée israélienne a expérimenté des quadcoptères, c'est-à-dire des drones snipers, des drones qui peuvent tirer directement des munitions, qui travaillent souvent en binôme de drones, un drone qui surveille et un autre qui tire derrière. On a interrogé l'armée israélienne qui ne veut pas communiquer, et on a interrogé plein d'experts en drone qui ne veulent pas communiquer sur est-ce qu'ils utilisent ou pas ça, mais on a, par l'expertise acoustique, pu démontrer qu'il y avait un tir en rafale automatique, ce qui est sans doute la trace acoustique d'un quadcopter qui tire sur les... Donc toute une série d'éléments trouvés en open source, par les témoignages de terrain, par d'autres confrères, par de la modélisation 3D, qui nous permettent à la fin d'aller frapper à la porte de l'armée israélienne pour leur dire on a recueilli ces éléments-là et on a besoin d'exercer le contradictoire et de savoir ce que vous avez à nous dire là-dessus. En général, l'armée israélienne, quand un journaliste tombe, la première chose qu'elle va dire, et ça c'est vraiment une tendance qu'on a vue, c'est de dire mais ce journaliste était en fait un terroriste. Et c'est arrivé sur le cas de Mustapha Touraya, un autre journaliste qui opérait aussi un drone. Donc tous les journalistes qui opèrent des drones en général sont systématiquement visés. Et non seulement l'armée israélienne va souvent dire ça, va s'appuyer aussi sur des organisations qui pratiquent la désinformation et qui sont proches du gouvernement Netanyahou et qui vont publier des articles faisant croire que ces journalistes étaient en fait des activistes, des opérateurs du groupe terroriste Hamas, mais sans apporter de preuves réellement solides là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut être plusieurs, parce qu'en face, on a des professionnels de la désinformation, une armée et un non-accès au terrain. Donc il faut s'associer. Et puis c'est important aussi de montrer et de rappeler, non pas dans un exercice de solidarité, parce qu'on ne s'inscrit pas là-dedans, on ne fait pas ça en réflexe confraternel, on fait ça au nom de l'accès à l'information, pour qu'on sache, parce que cette information, elle nous détermine et elle est importante. Alors, une question? Allez-y, madame, pardon. Je suis curieuse parce que ce que vous racontez... C'est une vertu. Oui, merci. C'est la partie enquête policière pour savoir pourquoi et comment ce journalistique, ouais. a été visé. Mais une fois que vous avez conclu qu'en effet c'était hélas volontaire, vous poursuivez donc le boulot de Fadi qui ne peut plus poursuivre. Oui. C'est ça votre mission. C'est ça, c'est-à-dire que... Absolument, vous faites bien de me poser la question. C'est vrai que la première chose, c'est de savoir effectivement si les journalistes étaient délibérément visés ou pas. C'est ce que j'expliquais au départ, c'est ce qu'on essaie d'établir. Et ensuite, effectivement, ce qu'on a documenté en poursuivant les enquêtes de plusieurs de ces journalistes-là, certains étaient en train par exemple, de documenter, c'était le cas des frères Kéredine, 2 journalistes frères qui avaient été visés par des drones, la famine dans le nord de Gaza, dans la partie nord de Gaza. Et la récolte d'une plante par des centaines de familles qui se nourrissaient d'herbes pour pouvoir survivre. Ils partaient documenter ça. Donc on a documenté ça, donc on l'a raconté. Fadi Al-Waidi aussi racontait aussi le déplacement, le retour en fait de déplacés vers Jabalia aussi. Donc on a raconté ça. Et beaucoup de dronistes, de journalistes utilisant des drones, parce que le drone en zone de guerre est devenu finalement le seul moyen d'observer avec la plus grande précision les dommages de la guerre. Et juste pour rappel, 90% des unités de logement selon les Nations Unies ont été détruites depuis le 7 octobre. 95% des infrastructures hospitalières sont endommagées. Et donc le drone permet de documenter ça. Et ce qu'on a fait pour poursuivre le travail de ces journalistes-là, c'est qu'on a utilisé toutes les images de drones qu'ils avaient filmées et on a travaillé avec un laboratoire et avec Bellingcat, qui est une organisation basée en Angleterre. Oui, tu peux dire un mot sur c'est quoi Bellingcat? Bellingcat, c'est... Et tu as dit aussi open source. Oui. Tu nous le traduiras. Oui. Donc Bellingcat, c'est une organisation basée en Angleterre qui s'est spécialisée dans l'investigation sur la base d'informations que l'on trouve en source ouverte. C'est-à-dire,
des vidéos sur les réseaux sociaux, de l'analyse d'un son que l'on entend sur une vidéo diffusée sur, je sais pas, sur Facebook, et qui va permettre d'identifier, de géolocaliser d'où la balle est partie. Est-ce qu'il y avait un char? Est-ce que les identités de ceux qui vont empoisonner des opposants russes en plein Londres et tout ça. Donc ça, c'est de la recherche en open source. Et Bellingcat travaille pas seulement avec des journalistes, mais aussi avec des citoyens qui utilisent ces méthodes-là pour utiliser Internet en source d'archives, de documentation et plonger leur nez là-dedans pour y trouver des détails qui vont ensuite parler. Donc c'est une sorte d'approche quasi scientifique de la source qui est ouverte, accessible pour démontrer ou pas un fait. Et donc voilà, donc on a travaillé comme ça et on a travaillé aussi à poursuivre le travail de ces reporters-là pour montrer ce qu'ils n'arrivent plus à montrer, et entre autres les dégâts, la famine et leur sort au quotidien. Monsieur. Il y a même un micro, vous vous rendez compte? Allez-y. Bonjour. Bonjour, monsieur. Pardon. Passionnant. Bon, ce sera très rapide. J'aurais une remarque et une question. La remarque, c'est effectivement qu'on est dans un monde extrêmement bouleversé. On est paumé. On ne sait plus quels sont nos cadres d'analyse. Et vous jouez un rôle absolument fondamental pour dire ça c'est vrai, ça c'est faux, ou ça c'est à peu près vrai, c'est à peu près faux. Enfin, donc, la question du oui, de la vérité, du mensonge, vous en avez déjà discuté, et aussi pour donner des cadres de pensée aussi, à partir de ces analyses. Je crois que votre rôle est absolument central, surtout dans cette période de crise. Maintenant, une question qui est dans le prolongement de ce qui vient d'être dit sur Israël, d'ailleurs, c'est... Bon, Isabelle Verramasson a fait un petit résumé là, de l'histoire des rapports entre journalisme et démocratie, etc., dans les sociétés occidentales. Mais pourrait-on parler un peu plus de l'international, des sources d'influence? Vous voyez, il ne faut pas se raconter d'histoire. On sait bien qu'il y a des influences qui viennent de la Russie, des influences des États-Unis, des influences aussi d'Israël, etc. Donc comment vous pouvez décrypter dans vos rédactions ces sources d'influence? Comment vous pouvez vous en distancier en quelque sorte, puisqu'on sait parfois que dans vos rédactions aussi il peut y avoir des gens qui vont jouer un certain rôle d'influence. Enfin, je crois qu'il y a des cas. Et je parle de ça, c'est pas avec une volonté complotiste, mais c'est parce que précisément on est dans un contexte extrêmement bouleversé où ces influences internationales peuvent être de nature à vouloir déstabiliser nos démocraties. Laurent? Oui, pour répondre par un exemple. On a, il y a 2 ans et demi de ça, fait un projet qui s'appelait Story Killers et qui portait sur la désinformation à l'échelle mondiale. Le point de départ, c'est une journaliste indienne qui enquête sur des réseaux de désinformation qui la visent et elle écrit dessus, elle écrit une tribune qui s'appelle « À l'ère de la désinformation ». Et elle finit d'écrire sa tribune. La tribune doit être publiée 3 jours après et elle est assassinée entre-temps. Et elle s'appelait Gauri Lankesh, c'était une journaliste indienne très connue. Des milliers de personnes ont manifesté dans les rues après son décès, mais on a poursuivi son travail là. Et on enquêtait sur l'industrie de la désinformation qui a radicalement changé de visage en ces 6-7 dernières années. Il y a une étude d'Oxford publiée en 2021 ou 2022 qui dit que à peu près, alors je peux me tromper exactement sur les chiffres, mais 65 gouvernements ont eu recours aux 45 mêmes entreprises privées pour délivrer de la désinformation comme un service sur des temps de campagne électorale. Donc on est dans ce monde-là, où la vieille ferme à trolls de Saint-Pétersbourg, c'est l'ancien modèle. Ça, c'était valable il y a 10 ans, en fait. Aujourd'hui, il y a 2 industries qui se sont rencontrées. L'industrie de la cybersurveillance, avec des entreprises comme NSO ou d'autres qui ont travaillé sur des technologies de cybersurveillance, et l'industrie de l'influence, donc de la communication de plus ou moins souterraine. Et ces 2 industries-là
ont trouvé un marché extrêmement lucratif qui consiste à vendre soit à des acteurs privés, des multinationales, soit à des États, des services de désinformation. Et on a infiltré l'une de ces sociétés-là. Et on s'est fait passer pour un intermédiaire, agissant au nom d'un chef d'État africain, souhaitant reculer la date d'élection dans son pays. Et on nous a proposé tout un tas de services. Et on nous a dit, il n'y a pas de souci, on peut déjà créer une polémique légale si vous avez besoin de refaire une loi pour trouver le temps d'organiser le scrutin. On peut aussi détruire la réputation des opposants. Et on s'est dit, ils bluffent. Bon, ils nous étaient bien renseignés, ils avaient apparemment un super pédigré. C'était les anciens de Cambridge Analytica, en fait. Et donc, qui avaient participé à l'interférence, qui avaient interagi avec l'élection en 2016 aux États-Unis. Et donc, on leur a dit, mais montrez-nous de quoi vous êtes capable. Et ils nous ont dit, OK, on va vous faire des démonstrations en live. Et tout ça, on l'a filmé. Déjà, on fait ce qu'on appelle du hack and leak. C'est-à-dire qu'on rentre, on a de la surveillance, des moyens de surveillance, on va rentrer dans le téléphone portable d'un journaliste ou d'un élu, on va saisir de l'information, on va l'analyser, et on peut en faire ce qu'on veut. Ensuite, soit on prend cette information-là, elle est personnelle et on peut faire chanter, soit elle nous renseigne sur une future campagne électorale ou le plan de campagne et on la fait fuiter avant, comme ça on casse son truc. Et c'est pour ça que c'est la partie leak du hack and leak. Et devant nous, il a hacké le compte du conseiller du président du Kenya, William Ruto, et il a hacké en direct le compte Telegram de cette personne-là. On a vérifié plus tard, on a contacté cette personne-là, est-ce que vous avez vu ça? On a trouvé la preuve scientifique de ça. Il nous a dit, mais vous inquiétez pas, en France aussi, on fait passer de fausses infos. On a dit, ah bon? Bah oui, regardez ce qu'on a fait sur BFM TV ce jour-là, vous verrez, à cette heure-là. Et on est allé voir, et on a vu qu'à minuit 5, un soir, Rachid Mbarki diffusait un sujet. Qui était un ami. Qui diffusait un sujet qui vantait je ne sais plus quelle société qui s'occupait de la gestion portuaire d'une zone franche en Afrique. Et ce sujet-là, ensuite, il avait été, comme on dit, encapsulé, c'est-à-dire isolé. Les clients avaient fait tourner ça sur les réseaux sociaux, avaient crédibilisé cette information-là. C'est passé à Télé Française, c'est passé sur BFM TV, c'est donc que c'est vrai. Et donc, nous, on avait cette info qu'apparemment, c'était faux. Donc, on est allé voir BFM TV, donc on a appelé Marc-Olivier Fogel, qui était à l'époque le directeur général de BFM TV. Et on lui a demandé, est-ce que c'est un deepfake? Est-ce que c'est le vrai Rachid Mbarki? Est-ce que c'est faux? Et tout. Il a dit, je ne sais pas et je vais demander. Et Marc-Olivier Fogel est allé demander à Rachid Mbarki, qui lui a dit, non, c'était une information, une vraie information. Et tout. Et donc là, il y a eu une enquête interne pour savoir, mais qui a décidé que cette information devait passer? Est-ce que ça a été validé par un rédacteur en chef? Ce qui s'est passé en réalité, c'est que Rachid Mbarki avait l'information, le sujet en main dans une clé USB, pendant que l'assistant régie avait le dos tourné, a trouvé un moyen pour insérer la clé USB, pour que ça se trouve ensuite diffusé dans la régie finale, c'est-à-dire quand vous êtes présentateur, il y a une régie, et il a lancé le sujet à une heure de très faible écoute, donc personne n'a réagi et personne ne s'est posé la question de que vient faire ce sujet-là. Mais ça, il n'a pas dit ça tout de suite. Et on avait aussi une chaîne d'intermédiaires qui nous ont confié avoir perçu de l'argent pour ça. Rachid Mbarki a dit ensuite qu'il n'avait pas touché d'argent. Il a dit ça à sa direction. Il a quand même été mis en examen. Il y a eu des écoutes et les mises en examen ont démontré qu'en réalité, il avait perçu de l'argent, contrairement à ce qu'il avait dit devant une commission d'enquête également, où il avait prêté serment. Donc il est aujourd'hui mis en examen et d'autres personnes sont mises en examen. Et voilà. Donc les réseaux de désinformation sont en fait, utilisent une palette de méthodes extrêmement diverses qui peut aller de la puissance d'un algorithme ou de la puissance d'un logiciel qui va infecter un téléphone, jusqu'à la vieille méthode artisanale de corruption, qui peut aussi très bien fonctionner. Donc il faut en être bien vigilant. Moi, je vais faire rapidement l'historienne de service pour dire que tout cela n'est pas nouveau.
Et qu'à chaque fois qu'on étudie cette question dans le temps, dans le passé, on est sidéré à quel point les journalistes étaient corrompus, vendus à des... Geneviève Tabouy, je ne sais pas, peut-être que ça ne dit pas grand-chose à personne. Geneviève Tabouy, c'est une immense... Attendez-vous à savoir, c'est une immense journaliste. KGB. Voilà, elle est financée tranquillou par le KGB pendant des années. Mais il y en a plein. Moi, j'ai été sidérée. Une thèse qui avait été faite sur la formation dans l'entre-deux-guerres, là, c'est quand même pas rien. Et ils se sont aperçus que les agences de presse françaises et, je crois, anglaises étaient totalement financées, et les journalistes qui travaillaient étaient financés par l'Allemagne hitlérienne, etc., pour minimiser le risque de Hitler en Allemagne. Enfin, je veux dire, évidemment, le KGB, j'ai même un copain qui a raconté, qui était un historien travaillant sur ces questions communistes, qui a rencontré le gars qui travaillait sur son cas, qui payait le journaliste, qui devait le traiter. Enfin, je veux dire, la corruption en matière de politique étrangère par les États, évidemment les plus totalitaires, on pense à l'Allemagne nazie, à l'Union soviétique, mais évidemment les Américains. Donc, voilà, tout cela n'est pas nouveau. Ce qui est extraordinaire maintenant, c'est que non seulement ça s'est rendu plus facile par le numérique, ça s'est organisé, et de cette manière, à partir du moment où c'est organisé, on a le moyen de les connaître, de le savoir, le travail que vous faites. Tandis que les affaires un peu anciennes, ce sont les historiens, Jacques Semelin qui en parlait pourrait le dire, qui, parce que les archives s'ouvrent, découvrent que finalement tout cela était déjà là. Je voudrais juste rajouter quelque chose, parce que c'est à mon avis extrêmement important de le rajouter, parce que c'est effectivement bien plus facile de parler des cas exceptionnels de journalistes corrompus que de l'immense majorité des journalistes qui ne sont absolument pas corrompus. Mais vraiment, c'est plus facile à raconter comme histoire. C'est plus facile que de dire que les journalistes sont dans la précarité. Quand ils vont... l'exemple de la phase des Gilets jaunes qu'on a connue en France, les journalistes se faisaient insultés par les Gilets jaunes et se prenaient des tirs de LBD par les policiers. Et rentraient le soir chez eux pour gagner un salaire de 80 € pour la journée, et retrouver leur famille à 2h du matin après être passé par les urgences. Il faut juste rappeler ça pour ne pas tomber dans une facilité, parce que c'est extrêmement facile, parce que le corps politique l'utilise aussi de manière très facilement. Quand on a Emmanuel Macron qui déclare on a une presse qui ne fait pas son travail au moment de l'affaire Benalla, ben voilà, c'est létal comme phrase. Mais Jean-Luc Mélenchon fait exactement la même chose fois 100. Donc, et les extrêmes encore plus que le 100, je veux dire. Mais c'est extrêmement dangereux et c'est extrêmement facile en fait de virer là-dedans. Ah, les journalistes et tout ça. Voilà, c'est pas une défense corporatiste, mais c'est une pression que je voulais apporter. Si je peux juste dire un mot pour répondre à Elisabeth, Geneviève Tabouy, c'est très bien, mais on est en pleine, on va dire, entre guillemets, stabilité de rapport Est-Ouest aux États-Unis. Oui, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans le bordel. Certes. Et c'est ça qui est le problème. C'est-à-dire que votre rôle de journaliste est encore plus important pour défier tout ce qui peut être de l'anse du complot, de l'influence, etc. Bien sûr. C'est ça qui est... La guerre froide et la montée d'Hitler, c'est pas vraiment cool non plus. Oui. Alors, Heureusement qu'on n'en est pas là. s'il vous plaît, c'est incroyable. Donc, de ton côté, ça veut dire que la réponse à ça, je me demande si ça n'est pas finalement cette chose que vous pratiquez, qui est l'enquête. Exactement. La réponse à la question qui est posée, c'est effectivement comment on fait, nous, journalistes, pour ne pas être soumis à des fausses informations, à des fausses sources, parce qu'effectivement, le risque est toujours très présent. Et effectivement, un journal comme Mediapart, plus que les autres peut-être, puisque, encore une fois, il y a un enjeu pour certaines puissances de nous faire tomber. Donc, on est évidemment toujours extrêmement prudent, et on en revient à ce qui est la source de notre métier, c'est-à-dire d'abord de s'interroger sur l'intentionnalité de la source. Qu'est-ce qu'elle cherche, qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi elle s'adresse à nous. Évidemment, vérifier les profils. En fait, tout est un travail de vérification systématique. Et puis l'information.
comme je vous disais tout à l'heure, ça vaut pour les violences sexistes et sexuelles, ça vaut pour tout type d'informations. Quand on a récupéré le disque dur de Ziad Takieddine qu'on est allé chercher en 2010-2011 et qui a donné lieu ensuite à cette affaire libyenne, évidemment, on s'est interrogé sur cette somme de documents qu'on récupérait et on se disait, et si à l'intérieur de ce panier de bonbons, il y en avait un qui était empoisonné. Donc en fait, c'est pas un disque dur qu'on reçoit, c'est un millier de documents, d'informations qu'il faut toutes vérifier une par une. C'est comme un panier de pommes et puis il ne faut pas prendre celle qui est empoisonnée. C'est exactement la même chose. Et donc ça suppose un travail de rigueur, de patience. Il nous est arrivé aussi à Mediapart un beau matin, un taxi a déposé à notre porte des cartons qui avaient l'air très appétissants. Comme ça, on a commencé à regarder ce qu'il y avait à l'intérieur et visiblement beaucoup de données fiscales sur des personnalités de haut niveau. Donc évidemment, ça nous a attirés, bien sûr, mais ça nous a aussi, non pas effrayés, mais intrigués. Et on a passé un certain temps à évidemment vérifier la véracité de ces documents. Et donc là, on a des ressources, des experts, on fait des allers-retours, on vérifie des dates, des tampons, des graphies, en fait, tout un tas de moyens qui sont mis à notre disposition. Fiscale, et Dieu sait si vous avez beaucoup enquêté là-dessus, ça veut dire qu'il faut aussi se constituer une culture, un savoir-faire, peut-être avec des personnes qui n'étaient pas habituellement dans les rédactions, pour qu'elles y viennent et prêter main forte à mettre au clair ces données. Et là, en l'occurrence, on s'est rendu compte que tous ces cartons étaient remplis de faux. Voilà. Donc, l'idée, c'était le piège énorme d'un agent extérieur. Alors, on n'a pas complètement réussi à comprendre, parce qu'évidemment, on a voulu savoir qui était à l'origine de ce traquenard. Il faut me les confier. Voilà, on en revient, en fait, il faut toujours en revenir au cœur de notre métier, patient, rigoureux, pour produire une information fiable. Et donc ça prend du temps. Ce temps, nous, en tout cas à Mediapart, on arrive à le dégager parce que on est indépendant et parce que nos lecteurs nous soutiennent. Et que vous êtes attentif particulièrement. Madame. Bonsoir. Alors, j'aimerais que nous ne restions pas dans une désolation désespérée. Car enfin, nous avons l'histoire qui nous éclaire, mais avec le rétroviseur qui lui est propre. Zorro, pauvre, on comprend bien que les forces économiques doivent être des adversités parfois décourageantes. Et vous n'êtes soutenu finalement que par l'idéal moral, j'ose employer ce terme, qui vous fait penser que vos valeurs valent parfois des sacrifices. Et enfin, une presse qui a du mal à échapper à la critique du militantisme. On peut le comprendre. Alors dites-moi, qu'est-ce qui peut nous faire sortir, sans oublier le bordel dont parle le monsieur, puisque vous savez, on dit toujours qu'il faut autant d'équations que d'inconnus. Là, nous avons une foule d'inconnus et nos équations ne sont plus pertinentes. Nous raisonnons avec nos vieux logiciels, même si nous avons les cheveux gris, donc on a beaucoup de distance. Quelles sont les institutions qui, à votre avis, peuvent nous permettre de garder un cap? Est-ce que ce serait la justice? Est-ce que ce serait les corps de contrôle? Merci. Alors moi, je vais vous parler de ce que je connais, je vais vous parler du journalisme. Nous, ce qu'on s'efforce de faire à Mediapart, mais c'est également ce que fait Forbidden Stories, c'est de montrer que le journalisme est utile. Nous produisons de l'impact. Regardez, grâce à Mediapart, cette affaire libyenne, après 14 ans d'enquête, arrive devant les tribunaux. L'enquête concernant Gérard Depardieu
arrive ensuite devant les tribunaux parce que patiemment nous avons récolté des témoignages et des témoignages. Donc ça c'est pour l'aspect judiciaire, c'est-à-dire que parfois nos enquêtes permettent d'ouvrir des procédures judiciaires et puis parfois d'arriver à des condamnations. Parfois aussi, je le disais tout à l'heure, nos enquêtes permettent de faire bouger les lignes en termes démocratiques. C'est-à-dire que l'affaire Cahuzac donne lieu ensuite à la création du PNF et à la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Nos enquêtes aussi sont en résonance, elles sont des moyens de résonance de ce qui se passe dans les soutes de la société. Et là, je pense aux affaires de violences sexistes et sexuelles. En 2016, on publie cette première enquête concernant Denis Baupin. C'est 1 an et demi, 2 ans avant MeToo. C'est pas pour dire qu'on a anticipé ou vu plus loin ou avant. Ce que je veux dire, c'est que Mediapart et d'autres journaux ont été en mesure à ce moment-là d'entendre un bruit profond de la société et de l'accompagner et de le faire surgir et de faire surgir des nouvelles thématiques. Là, aujourd'hui, on est en train d'ouvrir un poste sur les droits de l'enfant parce qu'on considère que de la même manière qu'il y a une révolution sur les questions de genre, il doit y avoir une révolution, une prise de conscience sur les questions qui ont trait aux droits des enfants. Et donc ça, c'est des avancées qui sont pour nous incroyables. On aimerait que de la même manière qu'il y a une révolution MeToo, il y ait une révolution sur la corruption politico-financière et que l'impunité cesse, puisque c'est nous tous qui sommes volés d'une manière ou d'une autre à cause de ces affaires. Et donc, nous, à Mediapart, grâce à une enquête, une série d'enquêtes de Yann Philippin sur le secteur électrique, l'autorité de la concurrence a infligé une amende de 470 millions d'euros l'année dernière à 4 groupes du secteur électrique. Bon, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. On n'a pas touché de pourcentage, je vous l'assure. Mais c'est utile, ça fait bouger les lignes. On est là pour faire avancer le débat. Et puis fondamentalement, c'est ce que disait le monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est là pour aider à y voir clair face à la catastrophe. On est là pour donner des clés et des repères. Effectivement, quelqu'un d'autre le disait dans la salle, je crois que c'est important, avoir des éléments pour réfléchir à ce qui nous arrive. Et une fois qu'on a des clés, eh bien, on est en capacité d'agir, on est en capacité de se mobiliser. Et donc, nous, on pense à Mediapart qu'en donnant des clés aux citoyens et aux citoyennes, on leur donne des capacités d'action pour que si dans leur vie quotidienne, dans leur lien à l'État, dans leur lien au reste de la société, ils veulent bouger, eh bien, ils puissent le faire, ils puissent agir et prendre leur destin en main. Laurent ? Oui, juste pour compléter quelque chose après Karine, c'était aussi de ne pas percevoir les journalistes comme un corps isolé quelque part dans la société. C'est-à-dire que sans source, il n'y a pas de journalisme, il n'y a pas d'enquête et donc il n'y a pas d'information. Et on n'est pas là tout seul et on n'est pas tout seul, nous, journalistes, à porter cette responsabilité de défendre la démocratie. En fait, on dépend de celui qui, un jour, travaille dans sa multinationale, dans son entreprise, dans son administration, va se dire « ce que je vois me choque mes valeurs et au nom de l'intérêt général, je souhaite transmettre ça soit à mon patron d'abord pour qu'il change dans son propre environnement, soit à un journaliste pour que ce soit révélé. » Et ça vaut pour les violences sexuelles, ça vaut pour l'emploi de pesticides, ça vaut pour tous les sujets. Et nous, journalistes, on est un des vecteurs, un des médias après pour faire passer l'information, pour que ça se sache, parce qu'on travaille au nom de l'intérêt général. On nous désigne comme les ennemis du peuple. Maintenant, de la Maison-Blanche à Moscou, on est labellisé, on est vu, on est étiqueté comme ça. On est juste le peuple. On est juste le peuple, pas le peuple. On n'est pas plus haut, pas plus bas. On est juste le peuple. Et on dépend, en fait, il faut nous imaginer comme un écosystème. C'est-à-dire que c'est pas les journalistes. Ah, mais les journalistes ont dit ça. Non. En fait, les journalistes dépendent des informations que vous allez bien vouloir leur confier, qu'ils vont bien vouloir vérifier et qu'ils vont bien vouloir raconter. Et ensuite, il y a les organisations de la société civile qui vont bien vouloir faire un travail de plaidoyer auprès de députés, qui vont bien vouloir réfléchir à leurs lois. Des députés pour lesquels on va bien vouloir voter ou non. Et ça s'inscrit comme ça. Et on n'est pas dans une bulle isolée. Il faut nous voir au milieu de nous tous. Ça, c'est un des effets positifs du numérique qui a obligé les journalistes à descendre de leur aventin
et à s'expliquer, comme nous faisons ici, mais comme on fait aussi chaque jour. Oui, absolument. Et je pense qu'on a une part de responsabilité dans cette vision, dans cette perception à les journalistes en haut, parce que je pense qu'on a vu beaucoup trop de journalistes à écharpe rouge sur les plateaux à longueur de journée donner du point de vue. Je ne vois pas du et tout aucun de qui tu problème avec parles. votre écharpe rose, madame. Mais Elle est rose, ça n'a rien Mais à voir. je pense que en fait, à juste titre, parfois, on s'est demandé pourquoi finalement, est-ce que le journaliste est en train de me donner une opinion ou une information ? Et je pense que ça nous confuse tous à un moment donné. Et je pense que notre travail, il est déjà bien difficile. Il consiste à, je ne sais pas si c'est dire la vérité, une vérité, c'est vérifier des faits et ensuite, avec humilité, vérification, les publier, les soumettre au contradictoire et les porter à la connaissance de tous. Et quand on a produit un système dans les chaînes info en continu largement amplifié par les réseaux sociaux, où en fait il fallait donner de l'opinion à 15h14 sur l'Ukraine, à 15h18 sur la panne des ascenseurs, à 15h20 sur la grève à la SNCF, et c'est les mêmes personnes qui nous ont dit ça. Et sont arrivés ensuite les algorithmes des plateformes qui se sont dit « Oh, il y a un truc qui marche bien mieux que les autres, c'est les opinions qui clivent, les opinions clivantes. » Et en fait, la haine, l'agressivité se partagent beaucoup plus. Nous-mêmes, on partage beaucoup plus les opinions très tranchées que les opinions nuancées. Et la nuance a de moins en moins de place. Et c'est ce qui, je pense, nous gangrène, nous tue. Et à la fin, on a un Trump qui va parler pendant 2 heures à Joe Rogan sur un podcast qui va faire des millions et des millions de vues versus une interview journalistique avec un process. Donc, je ne sais pas si ça répond à l'optimisme demandé, mais en tout cas, je voulais juste reposer ça. Isabelle. Oui, alors brièvement. moi, je voulais dire que pour avoir un peu d'espoir, c'est l'histoire quand même. C'est-à-dire, rappelons-nous d'où nous partons. Hein, c'est-à-dire que la situation est très bizarre en ce moment, très bien. Enfin, on vient quand même d'une extension du totalitarisme qui était absolument partout. Hein, les guerres n'ont pas débarqué avec l'Ukraine, hein, puisque avant l'Union soviétique avait déjà l'Ukraine. Hein, et on a, pendant un certain temps, quand même une période dans laquelle il y avait une disparition des totalitarismes. On est quand même encore dans ce monde dans lequel il n'y a pas encore Hitler et Staline au pouvoir. Enfin, je crois qu'il faut remettre les choses un petit peu en place. Donc, par rapport à ce catastrophisme généralisé, et dans le catastrophisme généralisé, il y a un rôle, une responsabilité de personnes, mais d'un système médiatique hyper médiatisé. C'est-à-dire que jamais, alors là par contre je fais l'historienne qui découvre des nouveautés, jamais nous n'avons connu une hyper médiatisation comme celle-ci. Et ça nous embringue dans un système de presque effrayant, d'information constante, d'exagération. Vous l'avez parfaitement dit. Non seulement il y a un monde qui, comme tout le monde, comme tout ça a toujours été, est dangereux, mais il est hyperbolisé par la multiplication des messages, des médias, parce que c'est ça qui marche. Et nous sommes responsables, de ces clics, parce que c'est pas n'importe qui clique, c'est nous. Hein, voilà, donc je trouve que c'est rassurant ce que je dis, dans la mesure où on vient d'un monde qui était beaucoup plus dur que celui dans lequel nous sommes, et on a montré les triomphes d'un certain nombre de telles informations, et de toute façon, il faut se défaire aussi de l'information. Madame. Moi, je voudrais poser une question sur le sujet un petit peu précis, la liberté de la presse. On a parlé de la liberté de la presse à l'étranger avec vous, avec Forbidden Stories, et comment vous la combattez. On a parlé des fermes à trolls et des usines de désinformation. Est-ce que vous constatez en France des nouveaux adversaires, des nouveaux freins à la liberté de la presse? Moi, je pense juste à une loi sur le secret des affaires, mais est-ce qu'il y a récemment des freins à votre métier que vous regrettez? Juste avant que tu répondes, il y a une autre question. On va faire comme avec le général de Gaulle, prendre quelques questions. Madame, vous voulez poser une question? Lui, il les connaissait. Oui, effectivement, lui, il les connaissait. En Lui, plus, il connaissait c'était... les questions. Et on aura une question là-haut. Allez-y. C'est une toute petite question par rapport à tout ce qui est... Il n'y a pas de petites questions, il n'y a que des grandes. Julien Bayou, qui était mon député, Oui. a été mis en examen pour violence conjugale. Et donc, il a d'abord été exclu de son parti, et puis ensuite, il ne s'est pas présenté parce qu'il a vu que c'était trop compliqué. Et il a été blanchi. Je l'ai entendu vraiment par hasard. Je l'ai entendu par hasard, et je n'ai plus rien vu nulle part.
Et c'est pas la première fois. Enfin, je prends cet exemple-là parce que comme c'était mon député, ça m'a un peu frappé. Ouais. Mais il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont mises en examen. Et puis des années plus tard, enfin là, ça n'a pas pris des années, mais des années plus tard, ils sont blanchis. Mais on l'entend comme ça. Mais sous le matin silence. sur RTL à 5h du Lui est matin. sorti de la vie J'entends. politique. Il y a une question. Une question là-bas. Oh là, ça y est. Allez-y, monsieur. Ça roule. Bien, merci de votre boulot. Je trouve que c'est fabuleux ce que vous faites. Cependant, non, cependant, j'ai envie de rappeler le baromètre d'Oxa décembre. Oui, Vous avez beaucoup parlé de démocratie. oui. Le baromètre d'Oxa décembre, si je me souviens bien, vous vérifierez les chiffres, 47% de la population française a une vision amochée, on va dire, de la démocratie. En tout cas, pas celle que... Ça veut quand même dire qu'à peu près 50% de cette salle a une vision bizarre de la démocratie. La deuxième chose que je voulais dire, et c'est relié quelque part, on a beaucoup parlé de... Quand vous avez mentionné Cambridge Analytica, vous tous, vous avez parlé d'algorithme, parlant d'IA. L'IA, c'est un temps extrêmement rapide. Vous avez besoin du temps long. Comment vous gérez ça? Et évidemment, la dernière chose que je souhaiterais rappeler, c'est que Cambridge Analytica, c'était le Brexit, mais il s'est passé des choses avant. Il s'est passé des choses avant. Comment se fait-il, Bannon, quand il est arrivé en Europe, il a dit « Je mets Cambridge Analytica à la disposition des mouvements populistes européens ». Que s'est-il passé depuis? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu une zone d'alerte? Donc voilà, merci. Merci beaucoup. Je sens qu'on ne va pas sortir moins angoissé que comme on est rentré. Oui, une question là-haut? Oui, merci beaucoup. Au moins 2 ou 3, nous sommes accablés. Allez-y. Je plaisante, hein. Allez-y, madame. Merci beaucoup, tout d'abord. J'étais venue dans cette salle un peu méfiante du journalisme. Hein. Je suis prof de français, en fait. Et le programme de 4e a une séquence sur la désinformation. Et n'étant pas très adepte du monde politique et trouvant, jusqu'à maintenant, mais vous m'avez fait changer d'avis un petit peu, trouvant les journalistes justement trop... je ne sais pas, cupide ou dépendant peut-être, je me suis désintéressée totalement des journaux et de la presse. Et j'ai l'impression d'avoir une responsabilité énorme sur cette séquence avec les collégiens. Et donc, je vous remercie déjà pour toutes les informations que vous avez apportées. Et je voulais savoir si vous pouviez me donner peut-être la source par rapport à cette histoire de télégramme hacké du président du Kenya. Ce que j'aimerais bien, en fait, travailler sur ce document et peut-être le transmettre à mes élèves, parce que je pense que ça va les... C'est choc, en fait. Oui, ça laisse pas de marre. Et donc, je voulais savoir où je pouvais trouver le texte, l'article peut-être rédigé... Pour répondre juste sur le site de Forbidden Stories, et puis ça avait été publié par pas mal de nos partenaires, Le Monde, Radio France... C'était en quelle année? C'était il y a 2 ans, je pense, ou 1 an et demi, 2 ans. Le projet s'appelait Story Killers. Et voilà, et c'était l'affaire, on appelait ça l'affaire Tim Rorey, parce que c'était le pseudonyme que se donnait, c'est Tim George, Jorge. Donc c'était son équipe qui travaillait pour plein de clients comme ça. Génial, merci. Et donc j'ai eu la réponse tout de suite à ma question en plus, donc je suis favorisée. D'autres non? Oui. Allez-y, encore une. Alors moi, c'était juste une toute petite question par rapport à Forbidden Stories. Moi, je ne sais pas du tout comment vous êtes financé et j'avoue que j'en étais curieuse, quoi. Alors,
Et puis une autre question. Est-ce qu'il y a des journalistes qui sont en train de travailler en ce moment, et je l'espère bien sûr, les relations personnelles entre Poutine et Trump? Est-ce qu'on va apprendre dans quelques années que Trump a été élu grâce aux magouilles russes? Voilà. Vous avez un film d'Antoine Wittkin qui a enquêté sur la manipulation éventuelle par les services russes de Trump. Antoine a fait un travail absolument remarquable que vous pouvez trouver, je pense, facilement en VOD sur... ça doit être Arte, c'est Arte. Donc voilà. Antoine Wittkin, Witkine, son frère est journaliste au Monde. Il y a Benoît et Antoine. Et Antoine, c'est celui qui fait les films. Voilà. Je peux répondre sur le financement de Forbidden Oui, Stories. Donc on est basé en France. On est une association à but non lucratif. On est financé par des fondations philanthropiques. Il y en a 15 qui nous financent actuellement. Donc c'est des subventions qui durent 1 an, parfois 2 ans, parfois 3 ans. La plupart de ces fondations, 40-50% d'entre elles sont basées aux États-Unis. Donc souvent, c'est des fondations de milliardaires de la tech qui ont créé leur propre fondation et ont décidé à un moment donné de financer l'ICIJ, Reporters sans frontières, Committee to Protect Journalists, mais aussi des organisations qui luttent contre le changement climatique. Donc c'est l'écosystème philanthropique, mais aussi la Commission européenne ou l'Union européenne qui finance des projets collaboratifs comme ça et quand ils sont à but non lucratif. Donc on a évidemment une ligne éditoriale indépendante, c'est-à-dire que les fondations qui nous financent ne financent pas d'enquête en particulier, elles financent que la mission. Notre mission, c'est de poursuivre les enquêtes de reporters assassinés. On n'a aucune enquête qui est fléchée, c'est-à-dire qu'on ne nous demande pas d'enquêter sur un pays ou sur un sujet. Et ça, on ne l'accepterait jamais. Par contre, ce qu'on demande, c'est d'être soutenu sur notre mission générale, qui est de poursuivre et aussi de proposer aux journalistes de mettre à l'abri leurs enquêtes en cours. Et si jamais il leur arrive quelque chose, on pourra poursuivre leur enquête et puis surtout, ils peuvent faire savoir qu'ils ne sont pas tout seuls. Donc c'est 15 fondations différentes. La chance qu'on a, et c'est pas la chance, c'est aussi un souhait, c'est d'avoir un niveau de dépendance qui est... notre niveau de dépendance le plus élevé est de 15%. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que si on perd 1 ou 2 bailleurs, mécènes, on ne s'écroule pas tout de suite, on peut se relever et chercher d'autres sources de financement. Mais on est dans un modèle où on raconte des histoires qui se passent très loin. Donc on aurait sans doute du mal à trouver des abonnés en France pour lire une histoire qui démarre en Inde et qui, même si elle finit en France. Et on est sur aussi des histoires qui sont très coûteuses à produire parce qu'elles sont très longues, parce qu'elles sont extrêmement dangereuses. Donc ça, c'était sur notre modèle. Dit, sur ton site, il y a Faites un don. Ouais. Et après tout... Et c'est défiscalisé à hauteur de 66%. C'est même défiscalisé. Ouais. C'est une affaire, en fait. Sur le côté IA, le côté course effrénée, le numérique... Et après, c'est d'énormes dossiers, en fait, là, tous les dossiers qui ont été ouverts. Mais je répondrai peut-être sur les libertés, la liberté de la presse menacée en France. Oui, oui. Parce qu'effectivement, il y a quand même un élément dont on n'a pas tellement parlé là cet après-midi, c'est le phénomène de concentration des médias auquel on assiste quand même dans ce pays, avec différents milliardaires, une dizaine qui... possède 80-90% des gros journaux nationaux et aussi locaux. Et d'ailleurs, c'est à cette échelle-là que moi je suis très inquiète. À Mediapart, on travaille avec beaucoup de journaux de la presse indépendante locale, Mars Actu, Médiacité, Rue 89 Strasbourg, Rue 89 Lyon, Rue 89 Bordeaux, Le Poulpe et d'autres encore qui font un travail vraiment nécessaire sur le terrain, parce que des potentats locaux, il y en a bien évidemment à tous les étages. Et ces confrères
et ses consoeurs souffrent énormément du monopole, notamment dans les régions, de ces gros milliardaires qui dictent vraiment les lignes et qui participent à créer cette défiance dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que les citoyens lisent des informations dans des journaux établis locaux qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils vivent ou dont ils voient exactement d'où elle vient et par qui elle est instrumentalisée. Et donc, ça crée un effet de défiance terrible. Donc, sans doute qu'il y a un enjeu à lutter contre cette concentration des médias. On parlait tout à l'heure de la loi de 1986, et sans doute qu'il faudrait revoir les seuils de concentration des médias. On a un exemple en tête aussi, Bolloré, qui est à la fois le JDD, Europe 1, CNews, et qui, comme ça, a vraiment une machine à nuire d'une force exceptionnelle pour relayer les fausses informations et les faire circuler d'un média à l'autre, avec vraiment des effets catastrophiques pour la démocratie. Et puis je pense que le garant, absolument, le verrou nécessaire qu'il faut installer dans toutes les rédactions de France, c'est que les journalistes doivent pouvoir décider qui sera leur rédacteur en chef et créer vraiment une énorme imperméabilité entre les actionnaires et les rédactions pour garantir l'indépendance des rédactions. C'est le cas dans certains journaux, Le Monde, Les Échos, Mediapart aussi. Les journalistes ont un droit de regard sur la personne qui est nommée directeur ou directrice éditoriale et peut le révoquer aussi le cas échéant. C'est vraiment indispensable. Les Échos, parce que c'est l'exemple le plus intéressant par rapport aux milliardaires que Mediapart, vu que nous, on est détenus par une fondation à but non lucratif. Les Échos, la rédaction des Échos a fait usage de ce droit contre une nomination de Bernard Arnault. Et bon, alors ça n'empêche pas sans doute Bernard Arnault d'avoir une influence, que les journalistes le veuillent ou non, sur le contenu, même si les journalistes des Échos sont des journalistes de très grande qualité. Néanmoins, le fait qu'il soit là surpuissant et qu'il soit à la tête de tout un tas d'entreprises du luxe, on voit mal effectivement comment les journalistes d'un journal économique peuvent écrire tranquillement à la fois sur les entreprises détenues par leurs propriétaires, mais aussi sur les entreprises qui sont des concurrentes de leurs propriétaires. Toujours est-il que c'est vraiment indispensable pour justement que les citoyens et les citoyennes retrouvent confiance dans les médias, de garantir cette indépendance. Et dans les structures capitalistiques avec des milliardaires, c'est évidemment indispensable que les rédactions puissent reprendre la main sur les personnes qui les dirigent. Alors, on va peut-être arrêter là parce que sinon on va rater le 20h. Je vois pas pourquoi vous riez. Je voulais répondre à madame pour lui dire que la raison d'espérer, c'est moi. Mais plus sérieusement, je viens d'une époque où, lorsque je suis arrivé le premier jour à Cognac-Gé, en 1974, il y avait une assemblée générale pour savoir s'ils allaient avoir le droit de parler de la maladie du président Pompidou. Ils n'ont pas eu le droit. Ils n'ont pas eu le droit. Et lorsque, le nom m'échappe, l'homme qui a pris la parole, qui après a fait de l'actualité du Vatican, Philippe Harrouard. Philippe Harrouard est venu à l'antenne au moment où est mort le président pour dire on interrompt le film parce que, comme vous le savez, le président Pompidou est gravement malade, il est mort. On n'avait jamais dit sur l'antenne qu'il était gravement malade. Puis ensuite, j'ai vu un certain nombre de confrères en presse écrite nous secouer comme pas possible et faire que nous avions un sentiment de honte. Je pense à Edoui et à bien d'autres, qui faisaient que nous avions une image de nous-mêmes très peu avantageuse et qui nous est venue l'idée saugrenue de faire, pas aussi bien, mais de tenter quand même de faire un certain nombre de choses. Et peu à peu, des choses se sont mises en place. Et vous arrivez maintenant à
à ce moment incroyable, et après on viendra sur l'IA, à ce moment incroyable où j'ai vu, il y a quelques jours, une soirée entière de la 2 consacrée au livre de Victor Castanet sur les EHPAD, avec en personnage essentiel Castanet lui-même, enquêteur, racontant son enquête. Auparavant, j'avais été au cinéma voir un film fait par une équipe invraisemblable de Mediapart sur un film qui s'appelle « On n'y comprend plus rien ». Personne n'y comprend rien. Personne n'y comprend rien, c'est moi le premier, sur l'affaire libyenne, avec Arfi et Karl Lasque, avec lequel nous avions travaillé à Pièce à conviction il y a bien longtemps. Et lui a fait des tas de films incroyables, extraordinaires, pour montrer le collectif, car là, le personnage n'était pas un ou une journaliste unique, c'était un collectif qui montrait comment on va réfléchir sur le cas. Vous savez, un peu comme les flics quand ils arrivent et qu'il y a un type étendu, le type dit « qu'est-ce qu'on a ?» et eux, ils font ça à voix multiples, à plusieurs langues, à mettre au rencard le culte de la signature pour l'effort de la recherche. C'est absolument remarquable de vaincre cela. Et donc, le personnage de l'enquêteur ou de l'enquêtrice est plus que jamais mis à la une. Et c'est une restauration, c'est même quelque chose d'assez nouveau, car on peut se la péter comme on veut dans le pays, mais nous ne sommes pas vraiment des gens de culture d'enquête. Cette culture d'enquête vient maintenant, irrigue fortement la presse française et le journalisme français. Ida Tarbell, dont je parlais tout à l'heure, elle a mis au clair et a rédigé tout un texte de manière de conduire les enquêtes qui est enseigné à Columbia depuis très longtemps. Alors que chez nous, l'enquête en tant que telle, dans les écoles de journalisme, je ne suis pas sûr que ce soit un grand axe d'enseignement en ce moment. Et dernier point sur l'IA. Effectivement, l'IA, ben voilà qui nous colle totalement au plafond. J'ai commencé tout à l'heure avec ChatGPT pour dire qu'est-ce que tu dirais toi à ma place, et Chat sort effectivement ce que nous disons sans cesse. Chat nous renvoie à nous-mêmes. Je formule ce vœu que l'IA nous serve au moins à nous réinterroger, parce que l'IA nous renvoie dans la synthèse incroyable que peut faire ce logiciel numérique sur la pensée du journalisme, nous renvoie la synthèse de nos défaillances. Et donc, nous pouvons peut-être, via l'IA, en l'interrogeant sur ce qui se dit du journalisme, nous réinterroger. C'est un peu à la manière de Solène Chalvon-Fioriti, qui a fait un film sur les jeunes femmes iraniennes et qui a utilisé l'IA pour qu'on voit quand même ces femmes, mais avec des faux visages. C'est une démarche critiquable, mais intéressante au sens où elle renvoie l'IA à elle-même dans sa tentation de fourberie, d'obscurité, de manipulation, de faux pour dire le vrai. Et dernier point, je vous laisse sur une citation qui est de moi, donc remarquable. J'ai un peu de difficulté à passer à travers les portes, même sur les voies cyclables, c'est compliqué. Je plaisante. On a beaucoup parlé, on parle sans cesse de la désinformation, de la fake news, et Dieu sait si c'est nécessaire. Mais est-ce que, par exemple, pour apprendre la peinture, les artistes peintres, on s'interroge uniquement sur les faussaires? Je vous laisse sur cette réflexion et merci encore.